J'ai parlé à pas mal d'infirmières qui sont en soins palliatifs qui disent que les gens sont pleins de regrets, Mmh. à l'aube de leur mort et des choses qu'ils n'ont pas réalisées. Donc ça a été un peu ma question, si je meurs demain, à côté de quoi je suis passée? Qu'est-ce que je me suis pas autorisée à faire ou à vivre parce que j'avais peur ou que je pensais que ça serait plus tard? One, two, three, four. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. J'ai une conviction, c'est que l'on peut parler avec des thérapeutes passionnés de bien-être, de développement personnel et même de spiritualité, sans blabla et parfois même avec humour. En tout cas, promis, toujours avec émotion. Aujourd'hui, j'accueille Fabienne, ancienne directrice du développement durable chez Maison du Monde, devenue guérisseuse et médium. Oui, c'est possible. Son histoire, c'est celle d'une femme qui a osé tout quitter pour suivre sa véritable voie, guidée par ce qu'elle appelle, joliment n'est-ce pas, sa petite voix intérieure. Une voix qui ne l'a jamais trompée, même si elle lui a fait emprunter des chemins qu'elle n'aurait jamais imaginés. Vous serez vous aussi particulièrement touché par la façon dont la maladie de sa meilleure amie Alexandra a été le déclencheur d'une profonde transformation, comme un dernier cadeau qu'elle lui aurait fait avant de partir. Bienvenue dans un épisode puissant, bouleversant et lumineux. Aujourd'hui, avec Fabienne, nous allons parler de messages mystérieux reçus pendant le confinement, de coming out spirituel en entreprise et de cette foi qui déplace des montagnes. Is a space that creates your horizon. Bonjour Fabienne et merci de me recevoir chez toi. Bonjour Herveline, merci. Avec plaisir. Alors, on est en pleine nature, en pleine campagne, c'est tout ce que j'aime, donc merci. Ça me fait une sortie au grand air. Je vais commencer par te présenter rapidement pour les personnes qui nous écoutent. Tu t'appelles Fabienne Laredo, tu as 45 ans et je viens de dire, tu es installée dans la campagne et c'est la campagne qui est près de d'Angers. Après, normalement, je suis censée te présenter et présenter ton job de thérapeute. Ouais. Sauf que je te dis ce qui me vient là. Moi, j'ai envie de dire, tu es chamane, guérisseuse, énergéticienne, sorcière. Qu'est-ce qui est le plus juste? Comment tu te présentes, toi? Comment je me présente? C'est un vrai, sujet, hein, de se définir. Moi, j'aime bien le mot messagère. J'aime bien le mot médium aussi, et j'aime bien le mot guérisseuse. C'est un mot que j'ai eu beaucoup de mal à assumer, au démarrage parce que j'ai l'impression qu'il génère, tellement d'attentes. Mais en même temps, lorsque je me connecte à ma petite voix intérieure, à mes guides, c'est ce que j'entends. J'entends: «Tu es guérisseuse» et voilà, donc je fais ce travail de reconnexion à l'âme, de lecture d'âme pour, donner le message que la personne a besoin de mettre en lumière dans sa vie, actuellement. Déjà, tu vois, dans ce que tu nous donnes là, à grignoter en tout début d'échange, moi j'ai envie de te demander, ils sont là avec nous là tout de suite et puis ils sont contents d'être là Il y a pas mal de monde en règle générale dans cette maison, mais bien sûr, oui, c'est une sensation de présence, d'enveloppement. Donc c'est cet état-là un peu, tu vois? Cet état où on va capter, les messages du subtil, ça oblige à une montée de taux vibratoire. Donc on est présent, mais en même temps, il y a tout un espace qui s'ouvre et qui monte vers le ciel. Voilà, et donc cette sensation est très présente là. Bon, alors écoute, on va être les oreilles toutes grandes ouvertes. Pour le coup, je suis venue avec un défi à relever pour comprendre comment celle qui a été un jour directrice du développement durable de Maison du Monde a claqué la porte de cette, ce qui me semblait être de l'extérieur une belle entreprise pour se consacrer à la guidance. Je le vois maintenant avec le recul, tu sais, ça n'a pas été évident. On claque pas la porte, comme tu dis, à une carrière, à une entreprise sans se poser 1000 questions, sans avoir peur, sans craindre, la folie, la légitimité, En fait, c'est comme si j'avais pas eu le choix. J'ai vraiment adoré mon expérience dans le développement durable. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Ça a duré 11 ans. J'ai eu la chance de, voilà, de monter une fondation, de voyager beaucoup, de rencontrer des personnes, fabuleuses. Et en même temps, j'avais toujours un vide à l'intérieur de moi à remplir. J'étais remplie de projets. J'avais besoin de tout le temps d'être la meilleure, de performer, de représenter l'entreprise, de la faire bouger.
Et c'est extrêmement, fatigant, voire épuisant, ce métier de développement durable parce que tu passes ta vie à convaincre pour faire bouger les choses, pour que l'entreprise soit plus écologique et même si elle a des convictions, même si les dirigeants la portent, cette conviction, il y a des contraintes financières qui prennent toujours le dessus et donc tu es toujours en train de batailler. Batailler pour convaincre en interne, batailler pour les budgets, batailler pour emmener avec toi et en fait, c'est un travail de solitaire. Tu Mmh. peux avoir des relais, tu peux avoir une équipe, mais c'est un peu, David contre Goliath, quoi. Tu es un peu seul et donc moi, j'avais besoin de me remplir par une multitude de projets, des personnalités inspirantes. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Pierre Rabhi, En Vandana effet. Shiva, des gens, vraiment, ouais, qui m'inspiraient et en même temps, je me suis rendu compte que ces personnes, elles tournaient en boucle, dans leurs discours et je me suis dit que c'est épuisant, en fait, de faire ce travail-là où il faut répéter tout le temps pour convaincre et prêcher. Et je me posais pas trop de questions, sur, quel était le sens de ma vie. Je considérais que j'étais plutôt accomplie, en fait, parce que j'avais un métier stimulant, un métier de sens. J'étais très sollicitée. C'est Voilà, ça, en fait, c'est un super compromis entre je reste dans un monde corporate et en même temps, j'œuvre. j'œuvre, pour une plus grande cause que juste Exactement, le business de l'entreprise. exactement. J'aide à la transformation et j'ai ce sentiment d'utilité et voilà, donc ça m'a beaucoup animée, vraiment et passionnée même, passionnée. En fait, j'ai eu, plusieurs déclencheurs. Déjà une forme de lassitude avec le temps, je l'ai pas vu arriver. Le sentiment de toujours devoir tout recommencer. En plus, dans les entreprises, les gens changent, les postes de direction changent. Donc il faut toujours recommencer, réembarquer et en fait, j'ai des déclencheurs précis. Alors, moi, j'arrive pas vraiment à me rappeler si j'ai toujours eu ces capacités de connexion. Moi, je viens pas du tout d'une culture ou d'une famille ou de cartomanciens ou de gens qui se passent, Mmh. des dons quelconques. Non, non, j'ai une famille avec un père qui est toujours en activité à 76 ans, qui est business, Oh! business, business. Ma mère a pas travaillé, mais ma mère est extrêmement pieuse, catholique et ça a été un poids, une enclume pour moi, ça. Donc évidemment, il y a pas du tout cette ouverture pour autre chose et puis, vraiment le déclencheur, je le dis, ça a été ma meilleure amie, Mmh. Alexandra, qui est très présente dans mon parcours de vie, qui est décédée, maintenant il y a quelques années. Donc on était très, très proches, on avait le même âge, des enfants du même âge, on se connaissait depuis l'âge de 7 ans. Elle a appris qu'elle avait un cancer du pancréas et qu'elle était condamnée. Elle avait 38 ans et la question qu'elle m'a posée juste avant de savoir le diagnostic, elle m'a dit: «Je sens que j'ai quelque chose de grave». Et Elle avait des enfin des douleurs énormes, et personne ne trouvait. Elle passait des examens. Elle était en Angleterre à l'époque et moi je pensais qu'elle, psychosomatisait parce qu'il y mmh. avait des choses dans sa vie personnelle. Donc j'ai un peu nié cela, et puis pour moi on meurt pas à 38 ans. Quand elle m'a raccompagnée à la gare pour que je prenne mon train puis l'Eurostar, elle m'a dit, «Je sens que c'est quelque chose de grave et je suis passée à côté de ma vie». Je lui ai dit: «Mais comment tu peux dire ça?» Et elle me dit: «Mais en fait, j'ai pas fait les études que je voulais, j'ai fait les études pour faire plaisir à mes parents, je suis devenue ingénieure, je me suis forcée à rentrer dans le cadre. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire de la pâtisserie, c'était faire des gâteaux. J'ai un mariage qui me convient pas, et cetera, et cetera». Elle m'a retourné la question, elle m'a dit: «Et toi, est-ce que tu es passée à côté de ta vie?» Et en fait, moi, je m'étais jamais posé la question et en fait, ça m'a traversée. Je lui ai dit: «Beh, j'ai tout en fait, j'ai un mari avec deux enfants qui me remplissent, j'ai un métier avec du sens, j'ai pas de rêve que j'ai pas réalisé. Enfin, en tous les cas, je me remplis quotidiennement. Vraiment, sur le moment, ça m'a pas parlé et puis, quelques semaines après, elle m'a appelée, elle était en larmes. Elle m'a dit: «Bon, c'est une tumeur, c'est un cancer stade 4, c'est métastasé partout. Les médecins disent Oh. que je passerai pas Noël». Voilà et là, ça a été une espèce de scission à l'intérieur de moi, comme un effondrement, comme, de la colère. J'ai parlé à pas mal d'infirmières qui sont en soins palliatifs, qui disent que les gens sont pleins de regrets, Mmh. à l'aube de leur mort et des choses qu'ils n'ont pas réalisées et donc ça a été un peu ma question, si je meurs demain, à côté de quoi je suis passée? Qu'est-ce que je me suis pas autorisée à faire ou à vivre parce que j'avais peur ou que je pensais que ça serait plus tard? Et en fait, la réponse tout de suite, c'est je la réentends là, c'est un livre. Je voulais écrire un livre, je veux écrire un livre depuis que je suis adolescente, en fait. J'écrivais, je participais à des concours de nouvelles, je me prenais pour un écrivain. J'avais vraiment envie de faire ça et ça m'est revenu comme une claque, à l'âge de 20 ans. J'écrivais des portraits sur les gens, des amis ou des connaissances et j'écrivais 3, 4 pages qui parlaient d'eux et en fait, je savais pas, c'était de la canalisation. Moi, je pensais que j'étais écrivain, que j'imaginais quelque chose, mais en fait, je plongeais déjà en eux. J'en ai fait, je sais pas, une dizaine. C'était très rare que la personne prenne bien son portrait. Les gens me disent: «Mais comment tu sais tout ça?» Et ma mère qui a été, à la fois, mon bourreau et ma raison d'être celle que je suis aujourd'hui m'a dit: «Il faut que tu arrêtes avec ça, tu fais du mal aux gens» et donc j'ai condamné cet espace-là
Tu te posais la question tout à l'heure. C'est tout de suite, là, cette première réponse, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de sortir un livre, un roman, une histoire. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais être publié. Juste, il faut que je sorte une histoire de moi. Et en fait, j'entendais, parce que mon premier canal, en fait, c'est ça, c'est la clairaudience, j'entends. Ok. J'entendais, c'est l'histoire d'un ange gardien qui accompagne une femme dont la vie est en train de basculer. Et ça me répétait ça en boucle. J'étais à l'aéroport, à Milan. Je revenais d'un stage complètement débile. Et j'avais cette histoire, je l'ai notée sur mes notes iPhone. Et j'ai commencé à écrire cette histoire. Et j'ai dit à mon amie Alexandra, je vais écrire un livre. Et en fait, je lui ai apporté les chapitres au fur et à mesure. Bon, l'histoire veut qu'Alexandra, elle a vécu 4 ans. Elle qui était condamnée Elle qui était très condamnée rapidement, a priori. 3-4 mois en son palliatif, elle a vécu 4 ans. Elle a été très bien prise en charge. Elle a fait un énorme travail sur elle. Quand je dis travail sur elle, c'est-à-dire de dépôt de la colère, d'aller chercher des voies alternatives. Elle a vu des chamans, elle a vu de la résonance cellulaire. Enfin, elle a testé pas mal de choses. Et elle me racontait tout ce qu'elle faisait. Mais ça te parlait à toi qui étais à l'époque donc déconnectée? En fait, c'est ce qui m'a embarquée. Parce que moi, j'avais fermé toutes mes écoutilles. Je l'ai dit, j'ai été élevée dans la religion catholique. Donc pour moi, d'ailleurs, tous les thérapeutes, je le dis, jusqu'à il y a quelques années, pour moi, c'était des charlatans. Ouais. Ça n'existe pas. Sauf qu'Alexandra, là, en fait, pardon, j'en ai des frissons, mais c'est comme un cadeau qu'elle t'a Oui, laissé. c'est un cadeau. Bien sûr. Elle me raconte ça. Et en fait, moi, je me dis pas qu'elle est folle. Je me dis, ah bon, ok, il y a ça. Et ça me paraît assez naturel. Et donc, je lui emmène les chapitres et elle réclame la suite. Et donc, je sors ce livre, je l'écris. À l'époque, ça s'appelle Dans ta tête. C'est la petite voix qu'on écoute. Et quand je l'ai fini, elle me dit, il faut que tu le publies. Donc, c'est vraiment l'histoire de Jérémy, un homme qui est décédé, qui est passé à côté de sa vie parce qu'il n'a pas réalisé ses rêves et qui devient ange. En fait, quand il arrive au ciel, on lui dit, tu vas devenir ange, tu vas accompagner quelqu'un. Et ça va être à la fois ton parcours de résilience et ta chance, en fait, de retrouver le sens de la vie. Et donc, il accompagne une jeune femme qui a des problématiques avec sa mère. Tiens donc. Et dont les croyances sont en train de s'écrouler et qui doit trouver, elle, pourquoi elle est faite. Et cette femme, elle a qu'une seule envie, c'est faire de la pâtisserie. Oh là là, il y a un espèce de mélange, j'ai l'impression, entre ton parcours et celle de ton amie, Oui, en fait. bien sûr, c'est un cadeau. D'ailleurs, le livre lui est dédié. Ça me met dans l'émotion aussi. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Mais c'est complètement OK. Donc, ce livre sort. Et en fait, l'histoire, c'est que je vais trouver un éditeur que 4 ans après. Mais sur le moment, donc, voilà. Je ne savais pas que c'était les prémices, cet ange gardien. Voilà, j'allais te poser la question. J'ai l'impression que ce livre, je n'enlève rien à ton talent d'écrivain, mais en fait, il t'a été beaucoup dicté. Oui. Par ta petite voix, justement. Bien sûr, il a été dicté par ma petite voix. Voilà, et ça a été le début. En fait, je me suis dit, c'est ça, le début de la clairaudience. Cet ange gardien qui fait entendre sa voix à travers mon écriture et qui me permet de prendre conscience de l'impossible pour moi. Que oui, on peut entendre des choses et être guidé. Donc là, on est quand même en train de dire que tu es en pleine bascule parce que là, on est en train de focus sur le livre que tu es en train d'écrire. Mais enfin, tes journées de 8h à 20h, c'est le business et le développement durable chez Maison du Monde, c'est ça? Fait. Donc, tu as conscience à l'époque de cette espèce de grand écart que tu fais? Je ne vois pas encore que c'est un grand écart. Je vais m'en rendre compte un peu plus tard. Je suis toujours effectivement à blinde chez Maison du Monde. J'ai toujours plein de projets. La question ne se pose pas véritablement. Elle commence à se poser en 2018. Et là, il y a un autre événement. C'est la maladie de mon aîné qui souffre d'asthme. Et les crises d'asthme se transforment en pneumonie. Et en fait, je ne vois pas d'issue. Donc moi, j'en parle à Alexandra, qui, donc je l'ai dit, voit des guérisseurs. Ouais. Et elle me dit, écoute, j'en ai parlé à mon guérisseur. Il peut la prendre en charge, enfin, il peut la voir si tu as envie. Et moi, je me dis, attends, je ne vais pas avoir un guérisseur, c'est n'importe quoi. Ah, donc là, quand même, ça y est, on atteint ta limite. Tu avais réussi à avoir l'esprit ouvert pour elle, mais quand il s'agit de toi et ta fille, là, faut pas déconner. Oui, c'est là que tu vois la résistance, effectivement. Mais ouais. Moi, j'ai commencé à ouvrir la poche. Et à l'époque, ce que je faisais, comme j'ai besoin de contrôler, je prenais systématiquement un double rendez-vous. Donc, un rendez-vous pour mon aîné, enfin pour mon enfant, et pour moi, afin de tester si, franchement, il disait pas que des conneries. Donc, je prends 2 rendez-vous chez le guérisseur. Et là, c'est très, très... Je me souviens de tout. Je me souviens de la localisation, parce que je suis allée à Paris pour ça. Je me souviens du local, des petites statues de Bouddha, de l'encens. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce lieu chelou? Et puis, j'entre dans la petite salle avec mon enfant. Et là, très vite, je suis en larmes parce que cet homme-là, qui ne me connaît ni Ève ni Nadan, c'est exactement où ma fille a mal, où est le problème. C'est comme s'il avait un scanner et qu'il savait exactement où c'était, quoi. Ça dure très peu de temps, hein, c'est 15 minutes, le rendez-vous.
Voilà, donc il tombe en transe, il agite les mains, il est comme parcouru par des décharges électriques. Alors une partie de moi se dit: «Bah, attends, c'est du bluff, c'est du cinéma, machin», et l'autre est forcée de constater que, bah, il a un niveau de compréhension que je peux pas expliquer, quoi. Mais c'est ça. Et donc il fait sortir, ma fille et puis il me dit: «Bon, bah, à vous maintenant», et moi j'ai un petit peu un côté défi dans la tête. Je me dis: «Attends, c'est toi le guérisseur, donc c'est toi qui vas trouver pourquoi je suis venue et c'est quoi mon problème». Donc je dis rien. Il me dit: «Bon, déjà il y a un problème de circulation, donc on va regarder vos jambes». Puis il pose la main sur mon genou, il me dit: Marchez maintenant». Et puis alors là, j'ai l'impression d'être complètement déséquilibrée parce que j'ai la jambe sur laquelle il a posé la main qui est hyper légère, qui est en train de flotter, et l'autre qui est hyper lourde. Et il me dit: «C'est plus léger là maintenant?» J'ai dit: «Bah ouais». Donc il me dit: «Bon, on va faire l'autre jambe pour être mieux quand même». Voilà, donc il a de Il est un peu l'humour. joueur, Oui, ouais. il est joueur, il a un peu d'humour, et voilà. Et puis en même temps, il me dit des choses sur mon 2e enfant qui n'est pas là dans la pièce, comme s'il était connecté à lui, comme s'il le voyait. Donc je me dis: «OK, ce type voit et entend des choses». Je ne peux pas l'expliquer, mais il se passe quelque chose. Et là, je finis en larmes à nouveau et je lui dis: «Écoutez, ça fait des mois que mon ami qui vient vous voir, qui a un cancer, me parle des formations que vous faites au magnétisme», et je me suis dit: «Peut-être qu'il faudrait que je me forme au magnétisme». En fait, ça faisait longtemps qu'Alexandra le répétait, et cetera, et je disais: «Mais je ne veux pas me former au magnétisme», et bon bref. Et là, tout d'un coup, en fait, j'avais téléchargé les papiers et j'attendais de le voir, et voilà. Et là, il m'a dit: «Peut-être que ce n'était pas le moment pour vous, peut-être qu'il y a un juste moment pour tout». Et je dis: «Oui, effectivement». Voilà, et je ressors de là, le cœur hyper léger, enjoué, et voilà. Et donc ça, c'était en janvier 2019. Et à partir de janvier 2019, c'est comme si ce type, il m'avait décapsulé, comme s'il avait réveillé quelque chose en moi, que j'avais étourdi, que j'avais oublié. Et ensuite, les rendez-vous se sont succédés à une vitesse, affolante, parce que rien qu'en janvier, j'ai fait 3 rencontres fondamentales. Mais ensuite, c'est comme si ça m'avait rebranché sur secteur. Donc tu vas rencontrer d'autres personnes, Oui, comment on appelle ça? Éveillées, c'est ça. je sais pas, Perché, perchées, oui, perchées, c'est une autre façon de le dire des aussi. personnes éveillées, tout à fait. Très bizarrement, les personnes que je rencontre durant ce mois de janvier ont toutes ce même regard sur moi. Elles me disent: «Mais en fait, tu es médium. Mais en fait, tu es clairaudiente». Mais y compris dans des rendez-vous professionnels, hein, c'est-à-dire des déjeuners, Ah, professionnels donc chez là, tu Maison es du avec ta Monde. casquette, Ouais, de Wonder Woman, machin, ouais, en plein business et on te dit ça? exactement. Évidemment, ça ne t'était jamais Ça ne arrivé m'était jamais en arrivé avant. 20 ou 30 ans de vie pro, quoi? Ça ne m'était jamais arrivé, Incroyable. et des discussions qui tournent sur l'au-delà, sur les défunts, sur le passage d'âme, et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à parler de ça?» Et en même temps, je me dis: «Mais non, je ne suis pas médium». Enfin, si j'étais médium, je le saurais. C'est quand même très bizarre. Mais j'en fais pas une fixette. Je me dis: «C'est n'importe quoi», et puis je commence à me documenter, à lire des livres. Un jour, moi, je suis dans mon lit, quand je m'adresse comme ça dans ma tête, je dis: «Mais en fait, qui suis-je?» Et j'entends: «Tu es guérisseuse». Est-ce Quoi? que c'est le 1er souvenir très net de Oui, clairaudience que tu oui, as? oui, et là, je refuse ça. Je dis: «Bah, c'est n'importe quoi. Putain, guérisseuse, non, mais au moins j'aurais fait un truc qui ressemblerait. Je serais devenue infirmière, médecin, je sais pas, un truc qui est rapport aux soins». Puis j'ai ce mot qui tourne comme ça en boucle, et force est de constater que les expériences qui suivent m'amènent de plus en plus à une perception différente, et ça se précise, en fait, chez Maison du Monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un franchit le seuil de mon bureau, j'entends et je vois des choses sur la personne. Oh merde! Ouais, oh merde, comme tu dis, parce que je n'arrive plus à fermer la porte, je n'arrive plus à rester dans ma fonction. J'ai Bah oui. juste envie de, tu vois, de dire tout ce que j'entends sur la personne et de lui faire une petite tape dans le dos et Bah, lui dire tu deviens guérisseuse, c'est ça, tu as envie d'accompagner, voilà, j'ai mais envie c'est pas le meilleur endroit d'accompagner. pour le faire. C'est pas, la personne ne l'a pas demandé, je suis pas là pour ça, mais les gens viennent décharger dans mon bureau, je me retrouve avec des gens qui pleurent, des gens qui, heu Ah, ça n'arrivait pas ça non, avant? ça non, j'ai voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de tournant, et surtout des évidences où j'entends: «Dis-lui, dis-lui, dis-lui», comme s'il fallait que absolument que je livre des messages. Et tu fais quoi? Et ben, je le fais. Alors moi, c'est très drôle, j'ai toujours eu un problème avec la hiérarchie, de recevoir des ordres, c'est toujours compliqué. Par contre, tout ce que j'entends, je le fais, je le dis. Oui, parce que ça n'a rien Ça à voir vient d'un avec, autre espace, ouais, c'est ça. c'est pas une dictature, c'est fait avec amour, et donc je Waouh! commence à donner des messages, je me dis: «Mais attends, faut je peux pas faire ça», et je savais pas comment faire on off. Même j'ai des souvenirs de copines qui me disent: «C'était trop bizarre, tout d'un coup, tu as changé d'expression, tu as parlé comme maître Yoda et après Et tu t'es oui, remis à déjeuner comme si de mais rien n'était». Et moi, j'avais même pas conscience de faire ça. Et du coup, j'ai quelques amis qui ont flippé. J'ai une copine qui m'a dit: «Eh, tu devrais peut-être voir un exorciste parce que c'est quand même bizarre ce qui t'arrive». Je sentais que c'était hyper juste. Je me souvenais pas, et ça, c'est toujours récurrent, je me souviens pas de ce que je livre. Je l'oublie instantanément dès que ça m'a traversée. Donc en fait, les séances de guidance, voilà, les messages que je livre, j'en ai aucun souvenir. à quel moment, ben, ça va prendre
Alors, tellement de place que là, OK. c'est plus possible d'être, C'est parce que donc je te dis, ça commence avec ce rendez-vous chez le guérisseur en janvier 2019. ouais. Ces rendez-vous hyper chelous tout 2019 où je reçois des signes partout et puis en fait, je me forme, au Reiki. Alors moi, j'ai aucune idée de ce que c'est le Reiki, j'avais jamais entendu parler des énergies. Donc je fais une formation de 2 jours où j'ai Mais pourquoi alors l'impression, tu choisis cette formation? parce que en fait, je reçois un mail qui dit: «Le Reiki va vous permettre de pratiquer des soins d'auto-guérison pour aider vos proches» et cetera et je me vois aider, ma fille qui souffre d'asthme. OK. Je me dis: Ça se trouve, c'est ça qui peut l'aider». Bon, j'ai l'impression que c'est le délire, que les gens qui sont là-bas sont perchés, qui racontent que des conneries. On me répète tout le week-end que je suis clairaudiente et après, je propose à quelques copines, à quelques collègues de manière très confidentielle, je dis: «Écoutez, je me Oui. suis formée au Reiki. Si vous voulez qu'on passe 1 heure ensemble, venez à la maison, je vais faire un soin». À partir du moment où je dis ça, ça réagit tout de suite. J'ai des copines qui viennent, j'ai les maris des copines qui viennent et Mmh. moi, dès que j'ai quelqu'un, alors j'ai même pas de table de massage, j'ai même pas de voilà, j'ai Mais un lit simple sur lequel la personne s'allonge et moi je me dis: «Attends, qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu vas foutre sur la personne? Qu'est-ce que» et tout de suite, j'ai des visions, plein de visions du passé et là, je dis tout ce que je vois. Je dis: «Voilà, est-ce que par exemple, il s'est passé ça dans ton enfance? Est-ce qu'il y a eu ça? Je vois ça, machin». Et la personne me dit: «Tout est vrai». Et la personne waouh! pleure et la personne tremble et voilà. Donc ça, c'est mes débuts. Mes débuts d'apprentie sorcière où, j'ai cette initiation au Reiki, je comprends que j'ai de l'énergie dans les mains, je comprends que j'entends et que je vois des choses, je sais pas où ça va mener et ce que je vais en faire. On arrive au confinement, mars 2020, Oui. donc tout ça, c'est à titre confidentiel, je fais pas payer, j'ai mon boulot qui me Ouais. couvre chez Maison du Monde. Confinement, mise au chômage partiel pour toute mon équipe. Je me retrouve toute seule à gérer le flot de tout ce qu'il y a et là, je me dis: «Ah merde, j'aimais bien faire ça quand même». Voilà, ce fameux équilibre, tu vois? Ça me manque, j'aimais bien faire ça et là, je m'adresse à l'univers, vraiment. Je suis dans ma petite, chambre mansardée et je dis: «Mais je comprends pas, je croyais qu'il y avait un truc pour moi là-dedans, est-ce que si c'est ça, est-ce que si je dois poursuivre, est-ce que vous pouvez m'envoyer un signe?» Et c'est là que les messages ont commencé, c'est-à-dire les vrais messages. C'est-à-dire, c'est pas seulement ma petite voix intérieure qui me dit: «Une intuition, tu es guérisseuse». Il y a ça. C'est tout d'un coup, je rentre dans un état de fatigue immense. J'entends notes, je prends un carnet, un crayon et je me mets à noter un message, genre une rédaction. Genre un message de 5 pages, tout en étant à moitié endormie et en me disant: «Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de faire la liste des courses? Est-ce que ce que tu Tu écris a sais un pas ce que tu es sens?» en train Non, d'écrire en fait, non, en fait, c'est de j'écris l'écriture automatique, c'est ça, hein? en fait, c'est une dictée. J'appelle ça une Ouais. dictée. J'écris un mot, le mot suivant arrive, je place le mot suivant et ainsi de suite. Donc je les entends au fur et à mesure. C'est-à-dire, j'ai pas la phrase complète. La Toi? fatigue s'enlève un peu comme une chape de plomb qui est aspirée et tout d'un coup, je reviens à la conscience, à la présence. Je me dis: «Attends, je viens de griffonner 3 pages. Qu'est-ce que j'ai pu écrire?» Je lis ce premier jour-là du confinement en mars 2020. Je lis, je me mets à pleurer, j'ai des frissons partout et je me dis: «C'est pas moi qui ai écrit ça». Déjà, tout a un sens, la structure des phrases est hyper bonne. C'est que de l'amour, enfin, j'ai pas écrit ça. Voilà, donc ça, c'est le premier jour et vraiment, ça s'est passé, c'est un processus en 7 jours, Caroline, vraiment. C'est drôle. Deuxième jour, je suis toujours dans ma chambre mansardée, j'ai mon carnet, mon crayon et je dis: «OK les gars, je suis prêt. S'il y a un message, allez-y, envoyez». Voilà et bim, fatigue, carnet, crayon, je me remets à gratter. Processus de réveil, je lis le message, je pleure, frisson. Là, je descends voir mon mari, je dis: «Je suis en train de recevoir des messages», je lui lis le message. Il dit quoi ton mari? Sur le moment, il a les larmes aux yeux. Ah, il est touché lui aussi Il par est le touché. message. Il est pas en train de se dire: «Je ma femme, ça y Avec est, les je suis en plombs, train de la on est perdre, enfermés dans le confinement, elle est devenue folle au secours. ça va durer encore 2 mois, sortez-moi d'ici». Non, du coup, il prend tout de suite au sérieux le message parce qu'en fait, il est touché, Il un est peu touché. cueilli par, Ouais, je te dis, il a vraiment, les larmes au bord des yeux, les yeux rouges, donc il est touché. Il me dit pas, «C'est vrai, c'est pas vrai», il trouve juste ça beau et mmh, d'ailleurs, c'est sa posture depuis toujours. Il me dit pas: «Je crois en ce que tu fais», il me dit: «Je t'aime et je te soutiens et je vois que tu fais du bien aux gens». c'est hyper joli aussi d'être capable d'accueillir comme Ouais. ça. Et troisième jour, je me dis: «Attends, peut-être que si je suis capable de capter un message comme ça, peut-être que je peux l'orienter et peut-être que je peux avoir un message pour Alexandra». Et en fait, là, j'ai l'intuition qu'il faut que je demande qui me parle parce qu'en fait, je posais pas la question qui me Mmh. parle. Donc je demande: «Mais qui me parle? Qui?» Voilà et j'entends Archange Raphaël et donc j'ai un message que je trouve absolument incroyable pour Alexandra. Un message où je pleure, où je me dis: «C'est tellement beau». Alors ça lui dit à aucun moment qu'elle va guérir, hein. Ça lui parle de son lien à la vie, du lien à ses enfants, de l'épreuve, de comment elle perçoit l'épreuve et cetera et donc ce message, je lui envoie. Je comprendrai au moment où elle décède qu'elle l'a très mal vécu. Elle me le dira à ce moment-là. Ah! Qu'elle a très mal vécu parce que le message ne lui dit pas qu'elle va guérir et je comprends qu'en fait, tu ne peux pas livrer des messages à des personnes qui ne l'ont pas demandé.
Le 4e jour, bon, comme tu comprends, je m'étais un peu documentée, et cetera, donc j'avais lu d'autres bouquins. Je sais qu'il y a des gens qui canalisent différentes énergies et donc j'étais un peu joueuse. Je me suis dit: «Attends, OK, archange Raphaël, est-ce qu'il y a d'autres formes de présence? Est-ce que, par exemple, je peux canaliser la terre?» Et je reçois un message de la terre qui me dit: «Mes enfants, je vais bien», et cetera. Donc Oui. je reçois ce message de la terre et là, je me dis: «Attends, ça, Fabienne, c'est moins chelou que le reste. Avec ta fonction de développement durable, si tu envoies à 2-3 personnes le Ah! message en disant: "J'ai capté un message écologique ou un message de la terre", ça va passer». Donc c'est ce que je fais. Ah donc tu tentes, là, tu sors un peu du bois, c'est le cas de le dire. Oui, je sors du bois, j'envoie le message. Alors je fais pas un gros mailing, hein, tu vois? J'envoie à 4-5 personnes en disant à les personnes qui sont venues vers moi en soins précédemment, je leur dis: «Voilà, j'ai un message de la terre, faites-en ce que vous voulez et tout». Et tout de suite, j'ai une collègue qui me dit: «Mais attends, c'est quoi ce message?» Ça m'a foutu des frissons partout, je l'ai lu à mon mari, c'est incroyable, je voudrais que tu fasses un message pour mon mari, il en a besoin. Et alors je lui dis: «Bah, attends Michel, je connais pas ton mari, je sais pas si je suis capable de faire sur commande sur des gens que je connais pas». Elle me dit: «Attends, je t'envoie sa photo», donc par SMS, elle m'envoie la photo de son mec et à partir du moment où je reçois la photo, c'est moi on off, photo, état de fatigue, carnet, crayon, je gratte. Oui, bon, donc là, le canal est ultra ouvert. Ultra tu ouvert. prête. Ouais, je suis la cheminée, là ça envoie, ça balance et donc je gratte 9 pages. Là, j'ai mal à la main à force de gratter et après je me dis: «Je suis folle, je vais quand même pas envoyer à un mec que je connais pas un message de 9 pages» parce que je relis. Ça parle du lien à sa mère, des rêves qu'il a pas réalisés, des doutes, de ce qu'il s'autorise pas, enfin c'est hyper intime et je me dis: soit je fabule complètement, soit effectivement il y a quelque chose et donc je dis à ma collègue, je dis: «Écoute, j'ai un message, mais alors je suis hyper prudente, gna gna gna, file-moi le numéro de ton mari, il faut que je l'appelle parce que je vais pas lui envoyer le truc». Et donc là, j'ai le gars au téléphone et donc à l'époque, j'osais toujours pas envoyer. Je lui dis: «Écoute, j'ai quelque chose, je vais te le lire à voix haute, voilà, Mmh. avec tout le discernement que tu as parce que bon, je sais pas ce que je fais en fait». Et donc je lis le message, puis il y a un espèce de grand blanc pendant moi j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure en me disant: Ouais. «Putain, il est en train de se dire, elle est tarée» et il me dit: «Bah, je sais pas quoi te dire parce que tout est juste, en fait». Oh! Et le lendemain, ma collègue m'appelle, elle est surexcitée, elle me dit: «Mais c'était quoi ce message? Ça faisait des mois qu'il dormait pas, il a dormi comme un bébé. C'est fou, je voudrais un message pour moi et puis je voudrais pour une copine». Voilà et du jour au lendemain, eux, ils en ont parlé à tous leurs copains, toute leur famille. Mars 2020, à la fin du mois, j'ai 5 personnes, toutes les semaines, qui commencent à m'appeler, m'envoyer des SMS. Je sais même pas comment mon numéro circule, en fait, qui me disent: «Je voudrais le message de mes guides». Donc moi, je suis toujours à temps partiel chez Maison du Monde. Je suis pas auto-entrepreneur, je suis rien du tout Bah ouais, c'est et ça. je me mets à répondre à des demandes à droite à gauche. Puis mais en fait, surtout, je vois ça un peu comme la lubie du confinement, tu vois? En Ouais, fait OK. Il y en a qui font du yoga, toi tu canalises. Bon, OK, OK. et surtout, je me dis, c'est très bizarre, je me dis: «Une fois que j'aurai fait tous les potes des potes, ça va s'arrêter», tu vois? Les gens vont arrêter d'appeler, les gens vont retourner à leur vie et voilà. Donc pour moi, c'est assez temporaire et donc j'ouvre une cagnotte, sauf qu'en fait, les dons s'envolent sur la cagnotte. Les gens font des dons de 100 ou 120 € par message et là, je me dis: «Attends, il est en train de se passer un truc» et le flot ne se tarit jamais. Donc toutes les semaines, j'ai des nouvelles personnes qui viennent de je ne sais pas où et parallèlement, surtout, moi, je reçois des messages pour moi, tous les jours. Ah, c'est coaching à fond, hein. Tous les jours, c'est: «Tu es messagère, tu vas changer de vie. C'est ça que tu es venue faire et ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vas quitter ton boulot, ça va bien se passer, tu seras accompagnée. Ton cœur, aspire à vivre à la campagne, il te sera permis de vivre à la campagne. Tes enfants iront bien, fais confiance. Tu ne connais pas le plan et ce n'est pas à toi de contrôler ce qui va t'arriver. Laisse faire, fais confiance à la vie et la foi», et cetera, et cetera. Ça te fait quoi, toi? Moi, j'étais transpercée par l'amour et cette évidence Mmh. et d'un autre côté, bah, la peur qui ressurgissait, mais puissance 1000. Alors, attends, tu vas pas quitter un boulot où tu as tout Bah ouais. pour aller faire la médium de pacotille, à livrer des messages à des gens, tu sais même pas s'ils vont vouloir te suivre. Donc tout le temps, j'avais ça et mais franchement, dès que j'avais un doute et je me disais: «Non», bim, message. Donc à quel moment tu vas vraiment être capable d'entendre ça et de te dire: «OK, je démissionne»? Ça met combien de Ça temps? m'a pris 6 mois, c'est-à-dire entre mars 2020 et juillet 2020. Donc ça va Parce que pendant hyper vite. Oui, ça va hyper vite. Parce qu'en fait, j'ai ces messages qui viennent tous les jours, ce flot de gens qui arrivent toutes les semaines et en fait, j'ai été très, très aidée. J'ai été très, très aidée par, l'univers, par les gens qui se sont présentés dans mon bureau et en fait, quelqu'un m'a aidée à partir. Voilà, donc je la remercie, elle sait qui c'est, mon ancienne boss, qui m'a facilité le travail, qui est une amie de cœur maintenant et en fait, du jour où j'ai sauté, mon agenda était plein. C'est incroyable. Mais il fallait aussi avoir ce courage de couper complètement avec Exactement, l'ancien monde, j'ai envie de enfin, c'est en tout ça. cas, ton ancien monde à toi. Donc, ça veut dire que depuis l'été 2020,
Ce que t'ont dit tes guides, on peut dire que c'était guides qui te parlaient quand ils Oui, disaient tes alors coachs? mes guides, mes coachs, mon équipe de lumière, ma part divine, mon âme. Tout ça s'est révélé vrai. Tu es aujourd'hui dans cette activité-là. Tu vis en pleine campagne dans une grande maison. Bon, a priori, ils avaient raison. Vraiment, j'ai une foi absolue. Quand je te dis que j'ai une foi absolue, alors elle est testée, elle est mise à l'épreuve régulièrement, mais tout ce que j'ai reçu s'est avéré vrai, c'est produit, que ça soit pour l'abondance, que ça soit pour le lieu de vie. J'ai reçu un livre, un nouveau livre en canalisation, et à chaque fois c'est vrai, à chaque fois ça se produit. Donc moi, le seul truc qui me challenge, c'est la temporalité, la matérialité. C'est-à-dire que j'ai une Mmh. forme d'impatience, donc quand je fais quelque chose, je me dis: «Bon, OK, ça va déboucher sur un contrat, sur ceci, sur cela, sur les travaux d'aménagement», et en fait, donc le temps s'étire, mais ça finit toujours par se produire. Et donc la maison ici, c'est très étonnant parce que pendant tout le confinement, je voyais une longère en vieille pierre avec un grand jardin. J'avais besoin de beaucoup de nature. Et quand je suis arrivée ici, j'ai pleuré. La maison m'a dit: «Ici, c'est chez toi». Et j'ai dit: «Mais c'est pas possible, en fait, on est sur 19 hectares. Ah, il y a tout à refaire. C'est pas possible». Et mes guides m'ont dit: «Tu vas être aidée. T'inquiète pas. Tu as besoin d'un endroit pour recevoir, pour faire des stages. Tout va Mmh. bien se passer». J'ai fait confiance. Donc, C'est beau cette histoire de foi. c'est le cœur de mes enseignements aujourd'hui. Dans les groupes que j'accompagne, c'est de retrouver la foi. Et la foi au-delà, en dehors de toute connotation religieuse. Voilà. Tiens d'ailleurs, tu m'emmènes sur ce terrain-là, je suis obligée, elle se marre d'avance parce qu'elle sait où je l'emmène. Mais je suis obligée de te poser la question parce que ceux qui nous écoutent se la posent. Ça a été comment pour ta maman de voir sa fille devenir guérisseuse et messagère? Eh bien, ça n'existe pas, en fait. Alors, c'est pas un sujet qu'on aborde, c'est pas un sujet dont on parle, c'est pas admis. Ça sera toujours, l'axe de différence avec ma mère. Elle n'est pas en capacité d'entendre, cette voix-là. C'est tellement contre ses croyances. Elle est partagée par certains instants quand elle souffre de maladie. Ça lui arrivait déjà de m'appeler et de me dire: «J'ai besoin que tu fasses quelque chose», et après elle dit: «Non, tu me touches pas. Ça Ah, n'existe pas». Tu sais, ça a été la dernière personne à qui je l'ai dit, ma mère. Ça a été, au moment où j'ai accompagné mon amie Alexandra en soins palliatifs, oui. que je me suis retrouvée face à ma mère le soir même, et j'étais épuisée psychiquement par ce qu'est la Mhm. journée. J'étais face à ma mère et je lui ai dit: «Maman, il faut que je te dise, je suis guérisseuse et je quitte, mon boulot pour, faire cette activité». Et elle m'a juste dit: «Tu ne guéris personne, seuls les prêtres guérissent». Fin de la discussion. C'est amusant comme quand tu nous parles de ton parcours, finalement, j'imagine que c'est pas aussi simple que ça, mais t'as pas eu tant de temps ni de difficultés à accepter ce nouveau rôle-là. Je crois que tu me disais quand on avait préparé l'entretien, quand tu as fait ton pot de départ de Maison du Monde, bah bye bye tout le monde, moi je deviens médium et voilà, c'était assez clair en fait. Ouais, j'avais cette lucidité qu'il fallait faire ce que j'appelle un coming out franc et définitif. C'est-à-dire Mhm. j'avais la conscience que j'allais me séparer d'un certain nombre de personnes qui ne Ouais. suivraient pas ma lubie, ou voilà, que c'était complètement OK. Et je l'avais déjà vécu quand j'ai déménagé, voilà, quand on s'est mariés. Enfin, il y a des gens qui sont là à un moment de ta vie et qui disparaissent, et voilà. Et j'avais très, très conscience aussi qu'en étant directrice développement durable, j'avais un certain nombre de gens qui me mangeaient dans la main, qui me réclamaient de l'argent, qui étaient là dans les petits papiers parce que je donnais beaucoup de sous aussi, hein, Mhm. et que ces gens-là ont disparu. Et c'est toujours très, très étonnant de voir ceux qui restent, de voir les personnes qui maintiennent le contact, et c'est jamais ceux à qui on s'attend. Je l'ai fait dans une double optique, hein, c'est-à-dire quand j'ai quitté Maison du Monde et j'ai dit: «Je pars parce que je suis médium». Je sais qu'il y a eu un espèce alors de gros blanc où les gens se sont dit: «Qu'est-ce qu'elle vient de dire?» Un appel d'air là, dans la salle. Un appel d'air. Et en même temps, je me suis dit: «Bah, écoute, comme ça, c'est clair, les gens qui veulent venir me voir, ils savent où me trouver, et en même temps, il faut que je l'affirme». On a besoin d'affirmer ça, d'affirmer ce en quoi on croit, et tu sais, il y a tellement de gens qui cachent leur perception. Le nombre de gens qui sont venus me voir, qui se sont arrangés pour me croiser dans les couloirs pour me dire: «Mais en fait, moi aussi, je sens des âmes, je sais pas à qui en Hmm. parler. C'est tellement courageux». Et je dis: «Mais en fait, c'est courageux, ça veut dire quoi? Courageux, c'est le choix du cœur». C'était le cri de l'âme, c'était là, et c'était tellement manifeste. Tous les jours, je te dis, je recevais ces messages, je pouvais pas, faire comme si ça Mhm. n'existait pas. Mhm. Et bien sûr, je me suis demandé si j'étais pas folle, si j'allais pas finir à l'asile, si j'étais pas en train de m'illusionner. C'est la foi qui me ramène, c'est cette petite voix intérieure qui me recentre à chaque fois. J'ai pas toutes les réponses. Je sais pas de quoi demain sera fait. Je suis challengée en permanence, hein. Vraiment, il faut que tu saches, je suis challengée en permanence. J'ai commencé au bout de 3 mois où j'étais installée, j'ai entendu: «Tu vas faire des cercles de guérison». Ok. J'ai dit: «Mais attendez, les cercles de guérison, les gars, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'on fait, c'est quoi le programme, il y a qui vient?» Voilà. «Tu vas faire des cercles de guérison». J'ai dit: «OK». J'ai posé 4 dates dans l'agenda, 4 dates qui ont été pleines en 24 heures, avec des gens sur liste Oh. d'attente, et ça n'a pas désempli, je sais plus, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'avais toujours un monde fou, des gens sur liste d'attente. Puis un jour, mes guides m'ont dit:
Les cercles de guérison, c'est terminé. On dirait Ah, la voix merde. de The Voice. De c'est terminé. Et j'ai dit: «Bah, comment ça, c'est terminé? N'importe quoi, c'est un succès fou, c'est même pas du tout terminé». J'ai posé une autre date dans l'agenda, 0 inscrit. Et là, je me suis dit: «Mais c'est quand même fort de café ça, hein, et je suis censée faire quoi maintenant?» «Ah bah, tu vas trouver». Pour la part humaine qui veut contrôler, qui veut Bah savoir, ouais. et cetera, c'est insupportable. Tu te dis: «Mais purée, et de quoi je vais vivre demain et machin, et pourquoi on m'enlève ça? Est-ce que je suis punie? Est-ce que j'ai mal fait?» Non, c'est juste, c'est terminé. C'était l'apéritif, tu t'es entraîné avec ça. Maintenant, tu passes à autre chose. Mais quoi? Tu verras. Et donc dans le grand cheminement, il y a 1 an et demi, donc à l'été 2022, là, tous les jours, j'entends: «Il faut que tu écrives, il faut que tu écrives, nous avons des enseignements à faire passer». J'ouvre mon ordinateur, je me mets dans ma yourte, je dis: «OK, ça y est, je suis prête, on envoie». Et donc là, j'ai plus du tout donc cette histoire de taux vibratoire, tu sais, Oui. avec cette fatigue, machin, maintenant ça arrive. Donc ça met dans un état tu vois, d'expansion de Oui. conscience, donc avec mes énergies qui montent très, très haut, donc c'est quand même assez fatigant, donc je tiens pas des heures non plus, hein. Oui. Je peux écrire 3-4 heures, voilà, OK, dans cet ouais, quand état-là. même. Ouais, 3-4 heures, mais régulièrement en leur disant: «Ouais les gars, baissez la fréquence parce que je suis en train de cramer». Mais donc voilà, je cadre des messages, je commence et puis j'entends en fait exactement ce que je te dis. C'est-à-dire chapitre bidule, nom du chapitre, bam! Dactylo, c'est exactement ce que tu Dactylo. dis, tu es dactylo. Ouais. Chapitre suivant, bing! Voilà, et donc moi je me dis: «Bah, j'espère qu'il y a bien un script qui connaît le plan parce que moi je sais pas où je vais». Voilà, et j'écris et j'écris et j'écris, et donc fin de l'été, je suis prise par les tourments, machin, des enfants, les difficultés, tout ça, donc j'arrête. Et en même temps, je relis pas du tout ce que j'ai écrit, mais je sens que ça me challenge parce que ce sont des enseignements sur le sens de la vie, la mort, le pardon, le lien au bourreau, le lien à la victime, le lien au Christ, le Christ en soi. Et je me dis: «Mais attends, qui suis-je pour porter un bouquin pareil?» J'ai la sensation que c'est énorme. J'ai la sensation que m'est confiée une tâche qui me dépasse complètement, et je me dis: «Mais je suis pas à la hauteur pour ça». Donc je bloque pendant 6 mois et je reprends au mois de janvier. J'ai des amis qui viennent pour m'aider à planter les forêts, là, que tu vas voir, la forêt guérisseuse. Donc sur ce bouquin, les copines, enfin les guérisseuses, les femmes viennent planter au mois de janvier et elles me disent: «Tu sais, tout est bloqué pour toi tant que tu as pas fini d'écrire cet ouvrage parce OK. que c'est ça ta priorité, c'est ça qu'on te demande de faire». Ouais. Et je le savais, voilà. Mais la partie en moi résistait. Mais vraiment, je te dis, j'étais dans mes peurs. Je me suis dit: «Je vais devoir prendre un avocat, je vais avoir l'ordre des médecins sur le dos, je vais avoir, je sais pas, le Vatican». Ouais, n'importe quoi, tu vois? Et donc j'ai fini d'écrire ce bouquin en janvier 2023, et après je me suis dit: «Easy, les gars, ils ont passé commande. Voilà, ils ont trouvé la dactylo, maintenant ils vont me trouver un éditeur, ça va être hyper fluide. Donc attendons». Peut-être que quelqu'un va m'écrire. Fin du suspense, personne ne m'a écrit. Ça a duré, jusqu'à l'été 2023. Donc moi, j'attendais mon petit éditeur, voilà. Et puis, à l'été, je fais une rencontre qui amène une autre rencontre. Et là, la blagounette de l'univers, mais franchement, je me dis: «Ils sont tellement forts là-haut». J'ai une copine qui illustre des oracles chez un grand éditeur, et elle me dit: «Je suis désolée, voilà, je sais que ton livre a pas marché, enfin qu'il a pas été pris par mon éditrice». Je lui dis: «Écoute, tu me l'apprends parce qu'elle m'a jamais répondu, et pourtant j'étais persuadée que c'était elle, mais bon, OK». Et elle me dit: «Écoute, en fait, elle a vu que ça correspondait pas à sa ligne éditoriale. Si tu veux écrire un livre, tu as qu'à faire un pitch, juste avec le sommaire, le résumé, un extrait, et voilà. Et en fait, tu as compris, moi j'adore les pierres, je travaille beaucoup avec la pierre, ça fait partie des enseignements que je veux passer aussi. Donc je revenais d'un salon où j'avais acheté plusieurs kilos de pierres, et je me dis: «Je veux faire un livre sur les pierres». Donc un autre livre là. Oui, un autre livre, et donc je fais un pitch. Ça me prend 30 minutes de faire mon pitch. Je dis: «Je vais faire un livre, le message des pierres», je fais un extrait, ma bio, j'envoie, et après j'oublie que j'ai fait ça parce que je n'ai pas écrit de livre. Et puis en octobre de cette année, je reçois un mail de l'éditeur pour me proposer un contrat pour ce livre des pierres Incroyable. que je n'avais pas écrit. Le livre qui n'existe donc pas Le livre qui encore. n'existe pas. Et là, je me dis: «C'est quand même fort de café d'attendre pendant 9 mois un livre pour un bouquin qui est essentiel, qui n'a pas preneur, d'avoir un contrat pour un bouquin qui est pas écrit». Et là, je me dis: «C'est quoi la blague? C'est quoi l'entourloupe?» Et en fait, ça me descend comme ça me dit: «En fait, il faut d'abord que tu sortes le livre sur les pierres». C'est ton marchepied C'est mon marchepied. pour après aller vers ce livre plus grand. Et c'est effectivement ce qui se passe, en fait. Quand j'ai eu l'éditrice au téléphone, je lui ai dit: «Je sais que vous n'avez pas pris le premier, mais il est essentiel ce livre». Et elle m'a dit: «Il faut le réviser». J'ai dit: «C'est OK, je vais le réviser. Je vais pas le réviser sur la partie enseignement, canalisation, parce que ça, j'ai pas le droit d'y toucher. Par contre, sur la partie de démarrage, l'introduction, l'autobiographie, ça c'est OK, je peux retoucher». Et banco. Et donc c'est bon, ouais. Tous les enseignements, c'est très marrant quand tu me parles de la foi, c'est vraiment, je te dis, c'est au cœur des enseignements. L'éditrice, elle m'a posé cette question, elle m'a dit: «Comment c'était pour vous dans la matière pendant ces 9 mois où vous avez attendu, il ne se passait rien?» Et je lui ai dit: «Mais mes guides, ils m'ont toujours dit: ça va arriver. Tu enseignes la foi au quotidien, est-ce que c'est toi Oui. qui vas perdre la foi maintenant?»
Il y a un timing divin. On t'a dit que ça allait arriver. Donc maintenant, tu attends. C'est ça qui est le plus dur. Ce qu'on n'a pas fait, et quand même, j'aimerais bien qu'on essaye de résumer un peu aujourd'hui en quoi consistent tes activités là. On comprend en fait quelle est ta source où tu vas chercher l'info, mais quelle forme ça prend au quotidien. Le cœur de mon activité, c'est de livrer des messages et donc de lire dans l'âme de la personne, comme dans un livre ouvert. Donc au démarrage, je livrais juste des messages comme ça, avec le message que la personne a besoin de mettre en lumière dans sa vie. Mais aujourd'hui, je fais des visios où la personne me pose toutes les questions. Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre de cette relation? Qu'est-ce qui me limite dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mon plein potentiel? Quels sont les blocages issus de ma lignée? Donc je vais beaucoup dans le passé. En fait, je lis le passé, je lis l'âme Ok. et je lis le passé. Et j'apporte l'éclairage. Et c'est comme si on voyait clair à l'intérieur de toi et qu'on remettait les briques du puzzle. Donc ça, c'est la majeure partie de mon activité, ce sont des guidances individuelles en ok. visio. Et ensuite, j'ai des cycles en ligne qui cartonnent depuis le démarrage et que j'adore faire. J'ai un cycle qui s'appelle le cycle des magiciens, dans lequel j'amène les gens à se reconnecter à leur magie et à retrouver la foi. Et j'ai un cycle sur la conscience minérale où j'invite les personnes à comprendre que la pierre est une énergie et qu'aujourd'hui, on en est aux prémices de la lithothérapie, qu'on prête des vertus supposées aux pierres, mais qu'en fait, c'est une interaction entre deux consciences, la tienne et la conscience minérale, que tu peux ouvrir des portails avec une pierre, que tu peux recevoir un soin énergétique, que tu peux recevoir un message, que c'est une alliée thérapeutique. Donc, j'explique aux gens comment se connecter à leur cœur, comment prendre conscience qu'ils sont capables de tout ça, qu'ils sont leurs propres guides, leurs propres guérisseurs, leurs propres guides. Voilà. Moi, j'ai envie de conclure cet entretien. On va venir après à nos questions rituelles, mais je repense à cette question que tu avais posée à Alexandra il y a quelques années sur les regrets. Qu'est-ce que tu lui répondrais aujourd'hui? Que je ne regrette rien. En fait, ça m'a donné une force vraiment nouvelle de ne pas hésiter. Pas hésiter à prendre des risques, même si on n'a pas les réponses, même si on n'est pas sûr que ça va marcher. De faire ce vers quoi on est appelé. Je vois tellement, tellement de gens en séance qui n'osent pas, qui hésitent par peur de perdre l'autre, par peur de décevoir, par peur du jugement de l'autre, par peur de l'abondance. Mais dès que tu suis l'élan de ton cœur, les choses s'alignent. J'en ai la preuve, voilà, tous les jours. Donc je la remercie infiniment pour le cadeau qu'elle m'a fait Mm. et de m'avoir remis sur ma juste voie. On va finir avec les quelques questions rituelles de la petite voix. La première, comment t'entretiens toi ton lien au quotidien avec ta petite voix? Est-ce qu'il faut muscler Oui, tout à fait. Ça s'entraîne. C'est exactement ça, c'est un muscle. Plus tu le pratiques, plus tu gagnes en fluidité. Aujourd'hui, je forme des gens à se connecter à leurs archives akashiques. Tu sais, c'est pas un problème de capacité. C'est jamais un problème du chakra coronal ou de lien à l'invisible. C'est toujours un sujet du cœur. C'est notre blessure d'incarnation qui parle parce que, en fait, recevoir la guidance, c'est recevoir l'amour. C'est accepter de se laisser traverser et aimer. Et c'est ça qui bloque. C'est je ne suis pas digne de recevoir. Donc, c'est toujours le cœur. Et donc, retourner au cœur, c'est accepter que oui, je suis digne de recevoir. Alors, les guides, ils disent les grâces, les bénédictions, l'amour, la lumière. Parce qu'en vérité, c'est ma véritable constitution. Je ne suis pas simplement un être de chair, je suis un être divin. Quand je me rappelle que je suis lumière, je comprends que la lumière ne se mérite pas, qu'elle est déjà là, en fait. Moi, je dialogue quotidiennement avec cette petite voix, c'est-à-dire que presque je la ritualise. Je parle à mes guides tous les jours. Tous les jours. Donc, je me ménage des moments, parce que je donne beaucoup. Et ça me demande un état de présence plus. Donc, je fais 3 séances par jour. Ça m'arrive de monter à 4. Alors 4, j'ai du mal à redescendre après. J'ai besoin d'aller me ressourcer, d'où la campagne, d'où cette maison est absolument nécessaire. Ça permet de me réancrer, d'aller marcher, d'aller me connecter à la forêt, aux pierres. Dès que je me connecte à cette petite voix intérieure, j'ai de la clarté. Ok. Parce que sinon, on est embrouillé par le mental. Le mental Oui. qui veut contrôler, Bah oui. qui veut des réponses, qui veut des solutions. Voilà, il n'y a pas de solution. Et de l'instantanéité. Et d'instantanéité. On parlait de patience. Donc, il est dans la stratégie en permanence. Alors que le cœur, lui, il dit l'évidence. Même s'il n'y a pas de solution, même s'il n'y a pas de stratégie derrière, il dit, voilà, c'est ça. J'aime. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement aidé dans ton cheminement, dans ton ouverture spirituelle? Alors, j'ai tout de suite un titre qui me vient à l'esprit, qui en termes de perchitude est pas mal. Ça s'appelle Terre d'émeraude, de Oui. Angie Vaudan et On m'en a Daniel parlé. Noah. Ouais. Et en fait, Terre d'émeraude, j'ai rien compris quand j'ai lu. Je me suis dit, ils ont fumé la moquette. En fait, c'était tellement loin, tu vois, de mes croyances, de mon éducation et tout. Donc, Est-ce que tu as un rituel bien-être quotidien? mes animaux, parce que les animaux, ça ramène à la présence. Donc, aller me promener avec mes chiens, la ronron-thérapie avec mes chats. Est-ce que tu es heureuse, Fabienne?
Oui, je le suis. J'ai vraiment trouvé ma voie, ma place. Je suis en chemin, donc je dis pas que tous les jours c'est facile, que je traverse pas le chaos. Et surtout, l'enseignement le plus important pour moi, c'est même si tu es très connecté, très guidé, tu n'échappes pas à l'épreuve. Voilà, on a tendance à croire que, un peu, tu vois, comme le syndrome du bon élève. Ouais, j'ai rempli tel, j'ai coché machin. Donc c'est normal, tout va être fluide. Maintenant, je vais vivre une vie de paix et d'harmonie. Mais non, si tu dois traverser la maladie, tu traverses la maladie, la perte d'un proche. Tu n'évites pas l'épreuve. La seule chose, c'est que tu la traverses le cœur plus léger, avec la foi. Merci beaucoup, Fabienne. Merci. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself?